je vous souhaite la bienvenue sur ce live series Fusion 360 dédié aujourd'hui à l'usinage. J'ai le plaisir d'être accompagné de deux personnes. François Yves, qui est ingénieur chez F3DF, et Édouard Carrette, qui est Bonjour à tous. technical spécialiste chez Autodesk sur la partie notamment CAM CFAO. Bonjour à tous. Bonjour Edouard. Est-ce que on peut passer la slide suivante, s'il te plaît, François? Allez, c'est parti. Alors F3DF, je vais peut-être, vous nous connaissez si vous êtes ici. Je vais quand même me présenter. Donc moi, je suis Benjamin Darmon, donc de F3DF, entreprise spécialisée dans l'intégration de solutions 3D. Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons nos clients dans l'adoption et l'utilisation des outils de conception et de fabrication avec exigence et passion, au travers de trois activités principales. Donc intégrateur de solutions 3D, bureau d'études, pardon, intégrateur de logiciels et de matériel, et bien sûr la formation pour pouvoir permettre l'adoption de ces outils. François, la slide suivante. Ouais. Merci. Voilà. Les live séries Fusion, c'est une série de live, de webinaires qu'on a proposé depuis le mois de juin, où on a démarré avec l'impression 3D, l'injection plastique. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'usinage. Et attention, réservez déjà vos places pour l'événement majeur de cette année. C'est le Skill Camp Fusion 360 qui a lieu dans le cadre des World Skills, la compétition mondiale des métiers, ce mardi 7 novembre, donc à 11h, je vous invite à réserver votre place. C'est un événement qui durera effectivement toute la journée. Et en fin d'année, un autre live express dédié au design génératif. Euh, voilà, donc vous retrouverez les liens sur notre site internet, un peu de partout, j'ai envie de dire, dans les communications par mail. Et là, je donne la parole à François pour se présenter tout de suite. Merci Benjamin. Rapidement du coup, François, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, responsable en charge des formations chez F3DF sur toute la partie impression 3D, logiciel de conception et usinage aussi bien sûr avec Fusion 360. Et donc je serai l'un des animateurs de cette présentation avec Édouard qui pourra se présenter un peu plus tard. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va d'abord rapidement voir un petit peu comment s'organise Fusion, qu'est-ce que propose Fusion, à qui est-ce qui s'adresse. Donc, Edouard présentera cette partie-là. L'idée, voilà, c'est de comprendre un petit peu quelle est la logique de Fusion derrière comme outil. Ensuite, on va approcher, toujours pareil, hein, la chaîne. Donc, c'est d'abord la conception de Fusion pour l'usinage. Qu'est-ce qu'on a comme outil intéressant de Fusion pour optimiser et nous faciliter la tâche et réussir du coup plus facilement nos usinages grâce aux outils de Fusion. Une fois qu'on aura terminé un petit peu notre conception, eh bien, on va passer à la partie usinage tout simplement avec des outils intéressants. Donc, que propose Fusion, que propose aussi l'extension machining de Fusion. Donc voilà, on ira sur cette partie, donc sur toute une conception avec un plateau de vélo. Et enfin, la dernière partie, on va présenter un petit peu quelques fonctions avancées, quelques fonctions poussées de Fusion liées à l'usinage pour aller encore un peu plus loin. On ne pourra pas évidemment tout présenter, vous en doutez bien, on n'a que 40 minutes, donc c'est un peu court. Voilà. Mais voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Allez, Edouard, est-ce que je te laisse la parole? Merci François. Je vais me présenter vraiment rapidement. Donc, comme déjà, vous l'avez déjà mentionné, donc je suis Édouard Carrette. Je suis technical spécialiste sur Fusion 360 et d'autres solutions de digitalisation finalement des ateliers. Mon passé à moi est plutôt dans le domaine de la fabrication. Pour le coup, j'ai commencé à 16 ans comme apprenti sur machine-outil conventionnel pour évoluer finalement sur les machines numériques, ce qui a entraîné forcément une évolution à l'époque vers les outils de la CAO et de la FAO dont on disposait. Et j'ai évolué dans différents secteurs de la mécanique, je dirais, usinage, soustractif, mais aussi les prémices de l'additif, que ce soit lié au secteur de la fabrication nucléaire, aéronautique, machines spéciales, engrenage, pour finalement arriver de fil en aiguille sur la plateforme Fusion, découvert la plateforme Fusion il y a déjà maintenant 8 ans, et j'ai eu la chance de pouvoir passer l'étape de devenir finalement spécialiste sur ce produit.
Ça, c'est pour mon introduction. Là, je vais vous parler vraiment, finalement, de ce que couvre la plateforme Fusion 360, parce qu'on parle bel et bien de plateforme. C'est une plateforme qui est connectée sur le cloud, donc ce qui implique finalement une puissance pour tout ce qui va être outil d'analyse d'ingénierie qui est connecté sur le cloud, qui va utiliser la puissance des outils. C'est une plateforme qui va permettre d'être utilisée sur n'importe quel PC et qui est collaborative. Collaboratif, pourquoi? Parce que Fusion 360, finalement, est une plateforme multimétier. Il y a bien entendu de la CAO, de la FAO, dont on va parler aujourd'hui, mais il faut prendre en compte aussi que ça peut potentiellement couvrir énormément de départements, énormément de types d'entreprises, dans le sens où finalement, on va avoir des outils qui vont nous permettre et de faire du routage électronique, et de l'analyse de la simulation d'analyse pour valider les concepts, et du generative design pour optimiser le concept. On en a déjà parlé de ces ensembles d'outils. Tout ça est réuni de manière collaborative pour permettre finalement à un ou des utilisateurs d'avoir un ensemble d'outils qui vont pouvoir correspondre à leurs besoins et finalement conduire un projet qui est complètement lié dans un seul et même environnement. Le but étant, bien entendu, de réunir les données dans un seul environnement pour permettre aux différents utilisateurs d'avoir des outils dont ils ont besoin. Fusion 360, dans sa version de base, va couvrir énormément de sujets sur la conception, sur la fabrication, sur la simulation, mais il existe aussi des jeux d'extension pour étendre finalement les capacités de Fusion 360. On a des extensions qui sont plutôt dédiées au design et des extensions qui sont plutôt dédiées à la fabrication, au manufacturing. Donc, on a des extensions donc product design, generative design et simulation et signalétique qui vont s'adresser vraiment à tout ce qui va être la conception du produit et donc qui vont couvrir entre autres les produits plastiques, la possibilité de créer des lattices, la possibilité d'analyser de manière et aussi par exemple le signal intégrité, lui plutôt dédié finalement aux objets connectés électroniques, je pense à l'IoT, aux objets Bluetooth, etc., pour pouvoir encore plus sécuriser ces conceptions. Et les extensions manufacturing, aujourd'hui, on va être très concentré sur la machining, mais il en existe d'autres. On pourra reparler plutôt dédiés à la fabrication additive, sur la fabrication 2D. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager mon écran. Je vais faire vraiment une présentation du premier niveau de quelques minutes sur ce que comprend finalement Fusion 360. Je vais partager mon écran. Je vous montre juste quelques secondes. Hop. Voilà. Normalement, ça arrive. Nous y voilà. Donc, Fusion 360, c'est un outil, une plateforme, un outil de collection, mais c'est aussi une plateforme de product data management. Ce que vont dire par là, c'est que avant de vous présenter finalement les différents outils qui vont vous aider à créer vos modèles, à designer vos modèles, voire les différents niveaux de configuration, il faut savoir que Fusion 360, c'est aussi une plateforme PDF. C'est-à-dire, quand je clique ici sur mon petit onglet de gestion des panneaux des données, d'accord, je vais retrouver les différents fichiers dont je vais utiliser. Là, en l'occurrence, on va parler des différents fichiers dont on voit ici. Il faut savoir que donc il y a les données, mais il y a aussi les personnes. Ça veut dire par là que je peux gérer directement dans Fusion mes équipes. Mais il faut savoir que Fusion 360 est aussi finalement livré avec Fusion Team. Quand je clique sur le petit bouton, vous allez voir ici, j'accède finalement à mon panneau de data, mais directement sur un navigateur qui va me permettre de pouvoir switcher entre les différentes équipes auxquelles j'appartiens. Donc là, en l'occurrence, on retrouve les données sur lesquelles j'étais. Mais si je veux pouvoir aller gérer, par exemple, des dossiers dans ma propre équipe, Edouard, partage ton onglet Internet. On est encore sur Fusion. Désolé, j'ai coquille. Ok. Voilà. Donc normalement, c'est bon, on est dessus. Bien. Ok, autant pour moi. Donc ce que je vous disais, on reprend rapidement. Quand j'ai cliqué sur ce bouton ici, je suis arrivé directement sur mon navigateur ici qui va me permettre d'accéder à mes différentes datas, qui va me permettre d'accéder à mes différentes équipes, d'accord. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer les différents éléments qui sont en fonction sur mes projets, gérer les accès, gérer le niveau d'accès et potentiellement pouvoir partager différents liens avec des utilisateurs qui ne sont pas forcément utilisateurs, avec des collaborateurs qui ne sont pas forcément utilisateurs de Fusion 360. Donc ça, c'est sur l'aspect Fusion Team.
qui est à toute souscription nominative de Fusion 360, vous avez accès à ce système de gestion des données. Retournons maintenant sur la plateforme en elle-même, sur Fusion. Donc typiquement, on va retrouver les différents outils qui vont vous permettre de faire de la conception. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais l'intérêt étant bien entendu de pouvoir avoir une intégration directement entre la conception et la fabrication, notre sujet du jour. Et bien entendu, vous avez les différentes étapes entre deux, si besoin. Je pense à la simulation pour valider le modèle. Ce qu'il faut savoir, et ça a été rajouté très récemment, c'est que finalement, aujourd'hui, avec Fusion 360, vous allez pouvoir rentrer finalement dans une phase de configuration. Une configuration, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir centraliser les différentes données par rapport à un modèle et ses différentes évolutions. C'est-à-dire que finalement, quand je dis configuration 1 ou 2 ou 3, donc il n'y a pas de limite, la configuration, ça va permettre finalement de créer des évolutions, des itérations, des idéations de vos différents modèles pour pouvoir finalement permettre aux membres du projet d'accéder en un temps record aux différentes données. Et quand je clique sur mes différentes configurations, ça va me changer la forme. Quand je ouvre mon tableau, je vais pouvoir accéder aux différentes configurations. Donc là, la surlignée, c'est bien la bleue. Et je peux accéder aussi aux différentes aux différentes listes de matériaux, de composants qui sont en accès à ceci. Le but de tout ça, c'est finalement, encore une fois, fluidifier la gestion des données, mais aussi fluidifier la mise en industrialisation. Et en ça, typiquement, quand je fais une configuration pour cette pièce-là, je peux aller en fabrication et pouvoir gérer mes usinages et créer mes codes NC en fonction des configurations. Sur ce point, je vais laisser la main sur l'aspect usinage à François qui va vous parler justement de cette pièce et des différents outils qui vont faciliter la création de code NC. Merci Edouard. Je reprends la main. On va reprendre la main. Donc l'idée, vous avez vu les configurateurs. On a donc une possibilité, comme dit Edouard, d'avoir plusieurs tailles rapidement changeables pour dire, voilà, j'ai plusieurs versions de fichiers qui se ressemblent, mais que je veux lancer plutôt un, plutôt l'autre, et aller très rapidement d'un élément à l'autre. Donc ça, c'est un premier élément qui permet de gagner énormément de temps en termes de conception. On a beaucoup de clients comme ça, sur des configurateurs de mal, de choses comme ça, pour changer les tailles, ça va très vite. Autre élément intéressant pour l'usinage, je vais vous montrer 4 choses qui sont principalement des analyses et un outil qui s'appelle Simplifier. Nous, on va travailler un petit peu ces outils qui vont vous permettre de fiabiliser votre usinage de pièces et la réussite de cet usinage-là. Pour ça, on reprend donc justement ce plateau ici. Le but, c'est de pouvoir l'usiner. Ok. Ce plateau, on l'a conçu, très bien, ou alors le client nous l'a livré tel quel et je dois l'usiner. Pour ça, je peux utiliser différents outils ici pour l'analyser justement et pour vérifier si mon usinage sera bon. Donc j'ai dans l'onglet Inspecter, je descends, j'ai différents types d'analyses, notamment le premier que je vais vous présenter, c'est l'analyse d'accessibilité. Quand je clique dessus, j'ai donc un petit menu qui va apparaître à droite. Je vais sélectionner le corps en question, la direction d'usinage. Et ça va me permettre de définir, comme je suis en usinage 2 ou 3 axes, j'ai donc une direction d'usinage, une direction de broche qui va me définir en gros l'accessibilité. Ce que je vois en vert, c'est qu'en gros, toutes ces faces sont accessibles avec l'outil d'usinage. D'accord? En revanche, tous les porte-à-faux, toutes les parties donc non accessibles suivant l'axe Z seront définies avec une surface rouge. Ouais, donc ça, c'est un premier élément intéressant. Donc la pièce est relativement simple ici, mais vous vous rendez bien compte que quand cette pièce-là est plus complexe, ça devient intéressant. Donc voilà pour le premier aspect d'analyse. Quand vous avez activé l'analyse, d'ailleurs, vous avez un petit dossier analyse qui apparaît à gauche. Cette analyse est accessible, vous pouvez la modifier, ou vous pouvez aussi éviter de l'afficher. Donc pour gagner un petit peu de temps, vous pouvez revenir à tout moment dessus. Premier élément d'analyse. Deuxième élément, l'idée, ça va être de regarder, et donc là c'est très intéressant, d'analyser le rayon minimum. Ça, donc là, on est en fraisage. J'ai donc une bibliothèque d'outils chez moi et je vais utiliser cette fonction pour inspecter finalement la pièce et pouvoir voir si j'ai les outils adéquats pour l'usiner.
Et donc pour ça, j'ai un outil qui va analyser automatiquement le rayon d'outils à utiliser pour la pièce. Donc j'ai un outil maximal. Avec ce petit curseur, je peux donc gérer le diamètre, le rayon de mes outils et voir si je peux ou pas usiner les pièces. Donc là, on voit que sur les petites parties, j'ai des perçages et les parties là où je peux pas usiner avec un rayon de 5. Donc il faut que je trouve un outil avec un rayon inférieur. On voit aussi que certaines parties sont en vert ici avec un rayon élevé. Alors attention, c'est un détecteur de rayons, hein, pas de congé, donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre ça en compte. Et là, je vois qu'avec un rayon de 3, autour de 3 mm, je peux à peu près usiner quasiment toutes mes formes. Donc, c'est là où ça devient intéressant. En revanche, en bas, je vois que j'ai rayon minimal optimal 0,2 mm. Tiens, alors là, moi, j'aurais pas d'outil de rayon de 0,2 pour usiner, c'est pas possible. Donc, comment faire pour essayer de résoudre ce problème-là? D'ailleurs, où est-ce qu'il est ce problème? Et si je regarde, en zoomant, effectivement, j'ai des petits congés sur ma pièce qui ont été conçus et qui ont un rayon de 0,2. Donc là, ça va pas forcément m'arranger avec les outils que j'ai chez moi. Très bien. Bon, donc là, est-ce que je peux me passer de cette partie-là? Ça va être un petit peu la question à se poser, ou est-ce qu'il faut quand même que j'usine cet élément-là? Donc pareil, l'analyse de rayon que j'ai mis en place est dans le dossier analyse et je peux donc l'afficher ou pas avec les autres. Troisième élément, c'est l'analyse de section que beaucoup utilisent déjà dans la partie conception. Pour la préparation d'usinage, on l'utilise pas mal. Donc là, ça va être intéressant de l'activer pour regarder un petit peu les détails de ces congés, mais aussi, il peut être utile pour prendre des mesures de pièces, pour vérifier la profondeur de certains perçages, de certains éléments. Et donc là, on voit bien, hein, les petits congés en question. Donc voilà, tous ces éléments. Donc là, c'est assez utile en conception, mais finalement, c'est très utile en préparation d'usinage. Bon, revenons à nos congés. J'ai contacté mon client. Mon client me dit, ben, OK, on peut le supprimer, c'est faisable. C'est faisable, donc je vais usiner sans ces éléments-là. Alors, je vais profiter justement de la suppression de cet élément-là pour vous présenter un petit outil qui sera intéressant justement pour supprimer certaines fonctions que va reconnaître le logiciel. Cet outil, c'est l'outil simplifier qui est dans le menu modifier. Je peux donc, le logiciel, lui, va détecter en fait des fonctions dans la pièce et va proposer de supprimer certaines fonctions détectées dans la pièce. Donc là, c'est un petit outil, vous voyez ici à droite, je sélectionne ma pièce, tiens, j'ai des tailles de sélection, vous voyez un petit peu qu'il affiche toutes les tailles de sélection, et donc il va détecter des perçages, des congés, des chanfreins, voilà, toute la liste qu'on a ici, des extrusions, révolutions, autres, voilà, plein de petites choses. Donc on peut décider d'en activer que certains. Par exemple, j'active les congés, j'active les perçages, vous voyez qu'il va détecter les perçages suivant la taille de la fonction. Attention, encore une fois. OK? Donc ça va être très intéressant de jouer là-dessus. On voit bien le creux ici de mes congés et on voit aussi d'ailleurs le congé en question là qui m'intéresse, qui est de 0,2. Seulement, il prend tout en compte. À ce moment-là, je peux jouer sur le petit curseur de taille de fonction et là, tiens, je l'ai isolé mon congé de 0,2 qui m'embêtait. Forcément, il est trop petit, donc je peux l'isoler par rapport aux autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais cliquer sur le bouton supprimer qui va me permettre d'évacuer justement les détails de ce congé et donc de retrouver une pièce qui pourrait être usinée avec les outils que j'ai chez moi. Voilà. Donc, c'est une petite fonction très simple, mais qui est justement simplifiée. Donc, c'est simple, mais qui est très utile là-dedans pour aller chercher des éléments de la pièce et pouvoir justement les supprimer. On voit d'ailleurs qu'elle s'affiche dans mon historique, hein. Je peux donc revenir à tout moment sur cette fonction pour changer les réglages et la modifier. Voilà, donc maintenant je vais m'intéresser à la partie usinage de cette pièce-là. Alors dans la partie usinage, on va reprendre cette pièce-là, on va regarder un petit peu l'usinage 2 axes, 2,5 axes, 3 axes et la partie simulation ensemble. Donc un petit peu tout le flux jusqu'à la création du programme d'usinage. Je reprends ma pièce, mon plateau ici. Je vais donc l'usiner comme on l'a dit. Donc pour ça, Edouard vous l'a montré, je vais dans l'outil conception et là je vais changer d'environnement. Je vais passer directement de l'un à l'autre hein, pour tous les autres et notamment l'onglet fabrication. Cet onglet fabrication, je clique dessus et là j'arrive dans un menu. Je peux utiliser le fraisage, mais aussi le tournage. Je peux faire l'additif, l'impression 3D, hein, métal ou polymère. Je peux mettre des programmes de contrôle, d'autres types de fabrication comme le découpe laser. Donc vous voyez, vous avez plein d'accès à différentes technologies juste avec un menu. Nous, on s'intéresse à la partie fraisage. OK, j'ai ma pièce.
comment l'usiner. Alors, petit élément, vous retrouvez les outils d'inspection aussi dans la partie usinage. Donc, vous pouvez à tout moment les réutiliser ici aussi. Première chose à faire pour créer un programme, créer une configuration. Ok. Donc ici, je vais créer en gros un dossier dans lequel je vais mettre tous mes parcours outils. Je vais donc d'abord définir l'origine que je vais appliquer à ma pièce. Je vais pas sélectionner de machine parce que pour le moment, on va juste faire une simulation, on va pas lancer l'usinage en direct, hein. Et là, je sélectionne l'origine sur ma pièce en sélectionnant le plan par sélection avec le plan qui va me définir du coup l'axe Z et l'axe X pour finalement complètement orienter mon origine. Je peux à la fin définir un point. Là, le point est déjà bien positionné sur mon brut au centre de ma pièce. Alors, autre chose, là, le brut est carré, ma pièce est ronde. Peut-être que je peux trouver un brut un peu mieux dans ma réserve. Tiens, ça tombe bien. Parfait, le jour est parfait. J'ai un brut cylindrique qui est à peu près la taille de ma pièce. Donc, je vais le définir directement là. Et j'ai un brut qui s'adapte à ma pièce. J'ai ça en réserve, tant mieux. Hein, tout va bien. Parfait. J'ai créé donc mon brut, c'est donc ma pièce. Il me reste plus qu'à créer les éléments d'usinage de la pièce. Première chose, on remarque que cette pièce a beaucoup de perçages. En fait, pas mal de trous, de ci, de là. On va pas s'amuser à créer un programme par perçage. Ce qui peut être fait, et il y a une fonction très intéressante là-dessus, c'est la fonction identification des perçages, donc qui est dans l'extension machining. Quand je clique sur cet élément-là, j'ai une analyse qui est directement faite de ma pièce, et là, il va référencer les perçages par leur diamètre. Je remarque que j'ai un perçage à 35, du perçage à 8,5, un perçage à 63. Voilà, donc j'ai différents types de perçages et quand je clique dessus, il me les repère. Effectivement, il me les a bien différenciés les uns les autres avec voilà les petits perçages et le dernier grand perçage central. Donc là, détection automatique des perçages. J'ai un petit menu qui va à côté qui va définir les actions que je veux réaliser sur ces perçages. Donc j'ai plusieurs types d'actions possibles. Nous, on va plutôt viser le pointage et le perçage. Là ici, je peux faire un perçage avec alésage. Donc ça, on y reviendra un petit peu aussi sur ces petites fonctions-là. Donc là, moi, je vais faire pointage et perçage lisse. Je vais faire pareil pour tous les trous. Donc je peux pareil définir des petits éléments comme ça. Je peux même faire des taraudages, des choses comme ça. Donc voilà pour ma détection de trous. Je valide ma fonction. Et donc là, hop, j'ai mon petit menu qui s'affiche. Alors vous regardez un petit peu, vous avez automatiquement des chemins d'outils qui vous ont été créés avec des choix d'outils. Attention, hein, c'est très intéressant. Fusion vous met bien en rouge quand il y a des soucis. Donc là, on y reviendra. Donc vous avez du pointage, vous avez du perçage, vous avez différents outils qui sont sélectionnés. Ok. Vous avez donc toute cette partie à la fin où le perçage n'arrive pas à trouver le bon outil. Ça, on y reviendra. Attention, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de positionner d'abord les pointages au début de la fonction et surtout de faire un pointage avec la même taille d'outil. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le pointage n'a pas j'ai différents types de pointeurs. Donc, c'est complètement inutile. Je vais donc définir un même outil pour les différentes fonctions. Et aussi positionner ces fonctions pour commencer par le pointage. Donc, première chose, je vais décaler mes fonctions de pointage pour que je commence à pointer donc l'extérieur de mes trous, puis les trous du milieu, et enfin, je vais décaler le pointage pour faire mon trou central. J'ai comme ça commencé par ma fonction de pointage. Il me reste plus qu'à définir l'outil pour avoir le même outil sur chacune de mes fonctions. Je double-clique sur la fonction, ça me permet d'ouvrir les détails de l'optimisation de la fonction. Et là, dans sélectionner, je peux sélectionner du coup mon outil dans ma bibliothèque d'outils de mon projet. Donc là ici, dans mes documents, vous voyez, donc j'ai toute une section d'outils. Donc là, je vais utiliser cet outil-là de pointage, okay, qui est mon premier outil. Mais j'ai aussi des bibliothèques. Donc dans Cloud, c'est des bibliothèques que je peux partager. Local, donc c'est ma bibliothèque. Et j'ai la bibliothèque Fusion, qui me permet en gros, une grosse bibliothèque de référence. Voilà, moi je vais rester sur cet outil-là, je valide, et donc effectivement, vous voyez, le pointage de ma géométrie se fait avec cet outil. Quand on peut regarder dans la géométrie, c'est que les faces, vous voyez, les 12 faces en question ont bien été sélectionnées automatiquement. Je les retrouve ici. Okay. Dans ce menu-là, c'est tout ce qui est optimisation de l'approche de l'outil, de l'évacuation de l'outil après usinage, de sa profondeur de perçage,
Voilà, tous ces éléments-là, on va pouvoir les optimiser les uns après les autres pour justement optimiser le temps d'impression et aussi la sécurité autour du déplacement de l'outil pendant l'usinage. Voilà, donc ici, j'ai mon petit pointage qu'on voit bien ici. Et dans les cycles, on a plusieurs cycles de pointage, perçage. Là, j'ai perçage, sortie rapide, mais j'en ai toute une pléthore. Donc voilà, le premier est fait. Je vais donc, pareil, changer celui du centre rapidement. Là, vous connaissez maintenant, j'ai bien la face qui est sélectionnée. Je sélectionne du coup mon outil en question, mon outil, donc on va avoir le même, et je valide la sélection. Donc voilà, j'ai fait mon pointage sur tous mes trous. C'est donc bien un pointage qui a été fait sur l'ensemble de mes personnages. Donc voilà, outil très intéressant. Pour justement gagner un peu de temps, cet outil fait appel aussi aux outils qui sont dans notre bibliothèque. Là, il a fait appel au bon forêt pour percer ma pièce, donc tant mieux. Parfois, il a du mal à trouver l'outil, ça peut arriver, et donc là, on peut aller chercher justement manuellement un outil qu'on avait oublié de mettre. Donc c'est un très bon rappel et qu'on va pouvoir ajouter nous-mêmes dans la liste parce que justement, on l'avait pas mis dans notre liste d'outillage. Donc là, tiens, j'ai le diamètre 25,5 dans ma bibliothèque, je le rajoute. Et donc comme ça, je suis sûr d'avoir les bons outils aux bonnes fonctions. Pareil pour le dernier perçage, je vais rajouter l'outil de diamètre 25, voilà, pour faire mon perçage central. Ok, donc le logiciel m'a rappelé tout ça. Alors, c'est bien beau de faire un perçage, compte, il faut bien que je retire la matière autour des perçages dans les trous. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire un clic droit sur une fonction avec la sélection de tous mes éléments et faire une opération dérivée, donc là un alésage. Donc si vous allez dans la fonction alésage, vous voyez que là il me propose un alésage avec automatiquement toutes les surfaces définies. Définit les passes de finition de 0,5, un nombre de passes et je peux faire mon usinage. Avec ça, j'ai réussi à faire mon usinage. En faisant clic droit, je peux simuler. Donc là, ici, je simule la trajectoire de mon outil avec l'enlèvement de matière. Deuxième fonction, c'est la fonction plat, reconnaissance des plats. C'est une fonction aussi d'extension qui va me permettre automatiquement de détecter les différentes surfaces planes de ma pièce et de les usiner. Là, je vais utiliser un petit outil exprès. Certains clients aiment avoir à des états de surface particuliers dus à l'usinage et avoir un petit outil, ça permet de faire des formes aussi qui peuvent être intéressantes. Alors, bien sûr, on peut prendre un grand outil. Pour le retrait, prenez un retrait minimum pour gagner du temps d'impression. Du temps d'usinage, pardon, excusez-moi, je trouve un petit peu d'imprimer. Et donc après, on peut grâce à ça créer pareil le programme pour surfacer la pièce et faire le petit épaulement au-dessus des dents qui va me permettre donc d'avancer sur ma partie usinage. La simulation est faite, on voit bien tous les parcours outils avec tous les contours. Dernier élément, je peux utiliser l'outil adaptatif pour faire les dents. Cependant, ça ferait des gros programmes avec beaucoup de travail, de réflexion de l'ordinateur. Si on veut optimiser les fonctions des dents ou l'usinage des dents, il est mieux de travailler dent par dent. Et en fait, d'optimiser plutôt un usinage pour une dent et après de dupliquer la fonction d'usinage sur tout le tour de la pièce. Ça va permettre de travailler beaucoup plus efficacement. Et ça, on peut le faire. Donc tout d'abord, on va optimiser justement ce fameux usinage de l'intérieur de la dent. Je vais donc sélectionner un outil, donc diamètre 6, voilà, un petit outil qui va me permettre d'usiner cette partie-là. Je vais m'approcher de ma partie dent et je vais surtout sélectionner mon profil d'usinage. Et là, vous avez une fonction intéressante. Donc dans la limite d'usinage, la fonction chaîne qui va me permettre, avec une chaîne ouverte, de sélectionner juste un bout de ma dent. Vous voyez, hop, je clique ici, j'ai ma petite limite de l'usinage. Donc je vais exprès prendre tout le profil de ma dent pour pouvoir l'usiner. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'ajouter des éléments en plus sur les côtés, justement pour que l'outil aille un petit peu plus loin que la dent. Donc, et pour éviter qu'il ne touche d'autres éléments de la pièce. Donc comme ça, voilà, je fais 2 millimètres avant, 2 millimètres. Ça va permettre de commencer l'usinage un peu avant et de le terminer un peu avant. Ok, donc ça, c'est intéressant. Je valide à ce moment-là ma fonction, et donc j'ai bien ma limite d'usinage. Attention de bien positionner l'outil à l'extérieur de la limite. Là, c'est ce qu'on va usiner, hein. C'est bien à l'extérieur, on peut le centrer ou l'intérieur, ça va dépendre un petit peu de notre type d'usinage. Donc là, on est bien à l'extérieur, ici. Ok.
On peut rajouter parfois des décalages supplémentaires, notamment des fonctions d'ébauche ou dans des fonctions où on va éviter les chocs. Comme ça, il va commencer à usiner vraiment un peu avant pour être sûr qu'on ait une transition plus douce. Là, on va retourner dans le menu pour gérer l'approche de l'outil et notamment la hauteur du dessus pour passer d'une dent à l'autre. On va travailler très rapidement et on va travailler au-dessus du modèle, mais comme là, on a les dents, on a le méplat au-dessus des dents qui a déjà été usiné, on peut descendre un petit peu en dessous. Donc là, une valeur qui a été trouvée, hein, pour bien usiner à la bonne hauteur, c'est -1.1 ici pour descendre au niveau de l'épaulement. Et à la partie basse, on va descendre un petit peu en dessous de la pièce pour être sûr de bien retirer la matière. Voilà. Pour les passes, on va garder des passes de 1 millimètre en Z, de hauteur de passe, hein. Voilà. Ensuite, vous avez donc la fin, tout ce qui est liaison, pareil, hein, c'est tous les mouvements entre deux usinages, retrait minimum. Et on va surtout faire une rampe d'accès en bas qui va pas être en hélice, que l'hélice on perd du temps, mais plutôt en plongée ici. Ça suffira très très bien. Donc voici pour la création de mon premier programme de l'intérieur de ma dent. Donc vous voyez, j'ai toutes mes passes jusqu'à la fin, et avec donc les mouvements, j'épouse bien la forme de ma dent. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de ma dent. La petite chose qu'il me reste à faire, c'est de faire le dessus de ma dent. Ici, le petit plat. Une fraise à 45, ça marcherait pas parce que là, on n'est pas à 45. Il va donc falloir que j'usine cette forme-là. J'ai une fraise avec un bout rond, donc avec un petit rayon. Je fais pareil, donc sélectionner la forme ici que j'ai, cette fois en faisant une chaîne fermée. Donc comme ça, je sélectionne le profil. Vous voyez, il me prend exactement ma forme. Je fais valider, très bien. Là, je peux garder l'outil centré et attention, je vais prendre une limite de point de contact. Comme le côté de ma pièce est arrondi, de mon outil est arrondi, je veux vraiment qu'il aille jusqu'au bout de ma forme. Voilà, donc je l'active, comme ça, il va vraiment aller jusqu'au bout de ma dent. Ensuite, pareil, les hauteurs, on règle un peu comme tout à l'heure pour commencer à peu près à la même hauteur. On va prendre du coup le dessus du modèle, voilà, et on va prendre une valeur de -1. Alors on a plein d'éléments de sélection, bien sûr, hein, on peut passer d'un élément à l'autre, on peut désélectionner des éléments sur la pièce, donc on a vraiment le choix. Les passes, on va mettre des passes de 0,2, là on veut vraiment un bel état de surface. Et les liaisons, on va garder l'hélice et retrait minimum. Voilà, pour la rampe. J'ai donc ici mon usinage qui va se faire sur la pente. Alors maintenant, pour dupliquer tous ces usinages, je vais là-haut et nouveau motif. Là, c'est intéressant ce menu parce que ça va permettre de de dupliquer l'usinage, mais pas seulement. On va aussi pouvoir dupliquer le composant. Le composant, c'est la pièce. Ça veut dire que j'ai créé tout un programme pour une pièce. Imaginons que j'ai une grande tôle, ben, je vais pouvoir dupliquer ma pièce sur toute la tôle avec les mêmes paramètres d'usinage. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Moi, je veux uniquement dupliquer mon usinage local, mon mouvement d'outil. Je choisis un motif circulaire, je choisis l'axe, 55 répétitions, ça je le sais, c'est le nombre de dents de mon plateau. Et donc là, vous voyez, j'avais sélectionné ma fonction, donc elle est directement intégrée dans ce dossier. Par contre, l'autre que j'avais créé n'était pas dedans, c'est pas grave, je peux juste la déplacer et la positionner dans mon dossier. Vous pouvez changer l'ordre aussi des opérations dans le dossier, notamment là, moi, je veux faire l'intérieur de la dent avant de faire le petit meupère. Voilà, donc j'ai mes deux fonctions et quand je clique dessus, j'ai bien mon usinage qui est répété sur tout le contour de ma pièce. Donc voilà comment travailler plus efficacement et l'optimiser. J'ai aussi fait la même chose pour les trous blonds au centre en dupliquant 6 fois l'usinage d'un des trous. Et donc voilà, très rapidement, je peux donc faire l'usinage de cette partie-là de pièce. Ok. Dernier élément très intéressant proposé par l'extension, c'est la partie ébavurage. Ça aussi, c'est une fonction intéressante qui va donc détecter automatiquement la forme de ma pièce pour ébavurer les angles. Alors attention de bien choisir le bon outil. Moi, j'ai un outil justement qui va me permettre d'ébavurer donc avec un angle à 45. Voilà. Je le sélectionne, cet outil-là, voilà tout ce que j'ai à faire. Et donc là, j'ai pas grand-chose à faire en soi. Après, je vais donc bien vérifier que je suis en détection automatique des arêtes. Je peux, si je veux, exclure des arêtes. Je peux aussi définir des angles d'arête minimale sur lequel je vais passer ou pas. Donc ça va dépendre encore une fois de l'angle de ma pièce. Pareil, on peut choisir l'approche, les hauteurs. Voilà, donc là, on peut se faire en automatique. En général, ça fonctionne très bien. Et donc là, il va se positionner avec l'approche outil qui est intéressant. Je m'approche bien en axe Z.
Donc, parce que moi, je suis bien sur un usinage en Z. Et donc là, je vais laisser tout par défaut ici. Ok, les passes. Attention, je suis bien dans un chanfreinage. D'accord. J'ai une largeur constante ici de mon chanfrein et un chanfrein de 0,2. Voilà, je peux paramétrer ici. Ok. Je vais faire un retrait, du coup, lissé pour gagner un petit peu de temps. Je peux définir la hauteur et attention ici dans multi-axe, je vais définir aussi le point sur lequel je veux me positionner sur l'outil. Est-ce que je vais me mettre plutôt sur la pointe de l'outil? Est-ce que je vais me mettre sur le diamètre de l'outil? C'est à moi de définir. Pareil. OK? Et donc là, il va créer automatiquement le programme où il va passer sur tous les éléments de ma pièce pour les usiner. Donc quand je fais clic droit, simuler, je peux donc simuler la trajectoire de mon outil pour le, l'ébasurage. Et donc là, on voit bien qu'il passe d'un outil à l'autre pour ébavurer tous les angles de la pièce automatiquement. Donc là, c'est bien très intéressant, hein. Encore une fois, cet outil permet donc de gagner du temps dans le paramétrage, mais aussi de récupérer une pièce quasiment nickel en sortie de machine sans avoir à tout ébavurer. Voilà un petit peu pour cette partie préparation et usinage. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à sortir donc le programme d'impression en question. Edouard, je te laisse prendre la suite sur la partie usinage avancé avec Fusion 360. J'arrête mon partage. Merci Je vais François pour cette partager. présentation. Donc, je vais partager mon écran et vous parler un petit peu finalement des fonctions avancées qui sont, alors quelques fonctions avancées qui sont incluses dans l'extension machining. Il y en a beaucoup et on pourrait y passer beaucoup de temps. On ne l'a pas aujourd'hui, mais on peut y revenir bien entendu s'il y a de l'intérêt de votre part sur plus en profondeur. Et je vais vous parler finalement de bibliothèques de machines, de simulation machine, d'usinage 4 axes, d'ébaburage et de surface complexe. Désolé si c'est un peu chinois, mais en tout cas, je vais vous présenter tout ça. Hop, donc normalement, vous voyez bien mon écran. Et dans le même temps aussi, je vais vous parler des fonctions vraiment rapidement. Encore une fois, c'est vraiment premier niveau, de tout ce qu'on peut faire finalement avec Fusion 360. On va, donc là, pour le coup, je vais vous présenter les différentes bibliothèques. Comme vous pouvez le voir à mon écran, finalement, on est là sur une simulation d'une machine américaine, 3 axes, qui est équipée, elle, d'un berceau, je dirais, qui permet d'obtenir un 4e axe sur cette machine qui est à la base 3 axes. Le but de tout ça, c'est de pouvoir aussi, avec la simulation machine, anticiper, simuler, finalement, et avoir une plus grande précision finalement de ce qui va se passer en réel sur la machine. Il faut savoir que Fusion 360, ça François l'a déjà dit, est livré avec plusieurs bibliothèques. On a des bibliothèques de post-processeurs qui nous permettent de avoir le langage de la machine, le bon langage de la machine quand on va générer nos passes, et les bibliothèques de machines qui sont disponibles en un clic. Donc, on a une bibliothèque de base, bien entendu, qui est disponible en fraisage, en additif et en découpe. Et on a aussi, typiquement, la possibilité donc d'importer comment dire différentes machines, comme on peut voir ici typiquement dans ma bibliothèque. La DKLMAO à la base n'existait pas, mais on l'a créé et on peut l'importer. C'est-à-dire que finalement, on est sur du fichier normé pour pouvoir intégrer. Et vous pouvez demander bien entendu l'aide des intégrateurs de F3DF, pardon, pour pouvoir typiquement trouver la bonne simulation de la machine. Souvent, ça se passe avec le fournisseur de la machine. Rapidement aussi, sur la bibliothèque outils, donc on a parlé, François en a parlé très rapidement tout à l'heure, on a des bibliothèques qui sont disponibles par défaut, c'est-à-dire qui sont là encore livrées, mais comme on peut voir, on va avoir la possibilité d'importer des bibliothèques constructeurs, d'accord, comme par exemple ici une marque assez connue de perçage qui est basée en Europe, ici une autre qui est plutôt basée aux États-Unis, même si on en trouve en Europe, et la possibilité finalement d'importer sur du format pour l'instant, je dis bien pour l'instant Excel, les différentes bibliothèques. Dans ces bibliothèques, on va pouvoir bien entendu les gérer en cloud. Là encore, il y a un avantage du travail collaboratif, c'est-à-dire que dans le cloud, finalement, on va pouvoir travailler de manière vraiment directe entre le bureau d'études et l'atelier pour pouvoir être bien sûr que dans notre bibliothèque, on a bien la dernière version des derniers outils qui ont été montés dans la machine. Le but étant, comme François l'a montré par exemple dans la reconnaissance des perçages, au moment où on va aller chercher la bibliothèque qui est disponible sur notre fraiseuse Intel, ça nous permettra de détecter dans la bibliothèque existante s'il manque un outil pour un alisage, pour un perçage, pour un pointage.
Donc, finalement, c'est assez facile à gérer et ça permet, bien entendu, une bonne intégration des outils va vous permettre, bien entendu, de exploiter au mieux les différents automatismes qui sont livrés avec Fusion 360. Comme l'a dit François, aujourd'hui, on est très concentré sur le fraisage, bien entendu, et là, je vais me servir de l'exemple qui est ici. Sur cette pièce, on a accumulé un setup pour faire du tournage. Ça se passe finalement exactement de la même façon, sauf qu'on va utiliser ici dans la configuration tournage ou tournage fraisage. C'est-à-dire que si vous avez une machine de tournage multi-axe, pour le coup, vous avez la possibilité de pouvoir avoir non pas un programme tournage et fraisage comme c'est ici le cas, mais un programme de tournage fraisage. L'avantage, et je sais que beaucoup de gens qui font du programmation tour ont l'habitude de programmer au pupitre, l'avantage de la solution Fusion, c'est qu'on va détecter automatiquement le profil de la pièce pour pouvoir avoir une trajectoire d'outil qui est complètement sécurisée et de par la forme de l'outil, va éviter finalement d'aller dans les fonctions où l'outil n'est pas en droit d'y aller. Ça, c'est automatique, c'est un vrai gain de temps. C'est de la même chose pour, par exemple, programmer des gorges, comme on peut le voir ici. Typiquement, quand on va vouloir avoir la simulation vraiment très rapidement de la pièce, eh ben, on va pouvoir voir les mouvements qui sont faits et qui respectent finalement l'intégrité de la pièce. Quand je dis l'intégrité de la pièce, si je regarde un peu plus dans le détail cette pièce, on voit bien qu'en tournage, pour programmer ces différents modules, ça peut être un peu piégeux. Donc là, pour le tournage, je ne vais pas passer beaucoup de temps. En gros, on a énormément de stratégies qui sont assez basiques, qui vont pouvoir permettre de couvrir l'ensemble des outils. Si je retourne en fraisage, donc on a parlé de fraisage 2D, on a parlé de fraisage 3D avec Jean-François, on va parler maintenant plutôt de fraisage multi-axe, ces stratégies qui sont dédiées, là en l'occurrence sur le 4 axes, pour pouvoir ébaucher ces différentes formes. Alors que si je regarde un peu, et là je vais mettre le brut en cours de traitement, si je regarde un petit peu ce qui a été fait jusque maintenant, on a bel et bien notre pièce, notre partie verte, c'est-à-dire c'est la matière qui reste. Ce qui nous reste à faire, c'est l'usinage. Donc, on va continuer d'utiliser finalement la reconnaissance des fonctions 3D pour créer des fonctions, des usinages 4 axes continus pour pouvoir faire de l'ébauche. C'est assez simple à comprendre. On retrouve la même philosophie en termes de réglage, c'est-à-dire qu'on va choisir notre outil, on va bien pouvoir vérifier nos paramètres de coupe. Et au niveau de la géométrie, la différence, c'est on va lui dire où on commence en Z+, où on finit en Z. Et on va aussi lui dire de pouvoir usiner la matière restante, par exemple. C'est des options qui nous permettent d'éviter le RQT. Le but de tout ça, c'est bien entendu d'être hyper facile à programmer pour pouvoir faire les corrections si nécessaire. Mais on retrouve finalement le point de départ. On a juste à mentionner le point de départ. Et dans les passes, finalement, on va retrouver des options qui vont nous permettre finalement d'affiner les réglages, d'affiner les conditions de coupe pour pouvoir avoir une ébauche sereine sur cette pièce. Donc ça, c'est sur la poche rotative qui est finalement l'outil d'ébauche. On a bien entendu la possibilité, donc ici dans la géométrie, de reconnaître automatiquement les fonctions. Bien entendu, on peut y ajouter des limites d'usinage en coût possible. Un peu finalement ce qu'on a fait ici, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a été vraiment changé d'outil pour pouvoir aller usiner cette petite poche qui est ici et pouvoir faire la finition. Autre point, bien entendu, là aussi, en 4 axes, on a la reconnaissance des perçages. Quand on regarde ce genre de pièces, ça devient vite critique de pouvoir faire la reconnaissance des perçages, mais comme vous pouvez voir, on a vu la reconnaissance des perçages 3 axes, elle est disponible en 4 axes, elle est disponible en 5 axes. Typiquement, on a la possibilité de créer toutes ces stratégies automatiquement pour perçage. Et là, il y en a quelques-unes. On retrouve aussi, et là, je fais une petite passe de nouveau sur les bavurages. Donc, on a parlé des bavurages 3 axes. Et là encore, on a cette possibilité, quand on utilise l'extension usinage, d'accéder à ces options qui vont nous permettre finalement de travailler en continu pour pouvoir faire les bavurages des pièces les plus complexes. Et encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que dans le réglage, on choisit bien son outil. La géométrie, finalement, on peut lui dire, ici, on a sélectionné une ligne pour bien être sûr qu'il n'aille pas usiner. Fusion, c'est une sécurité en plus. Normalement, il va bien sélectionner les éléments et on peut lui dire rajouter des surfaces à éviter. On va pouvoir vraiment affiner ces outils. Là, je vais passer aussi rapidement. Donc, dans Fusion 360, vous avez des options qui sont dans le 3D. Pardon, excusez-moi. Vous avez des options de reconnaissance de perçage et les multi-axes. Donc là, c'est vrai que je suis très focus sur le 4 axes.
Voilà, très concentré là-dessus. Mais il faut savoir aussi qu'on a des outils qui vont nous permettre d'affiner l'usinage. Quand je dis affiner l'usinage, c'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent d'éditer pour gagner du temps, pour éviter finalement de passer trop de temps dans la sélection des fonctions quand on a des pièces complexes. Et ces outils, typiquement, qui sont ici, par exemple, si je regarde ce qui s'est passé ici, on va pouvoir sélectionner des endroits où on ne veut pas usiner. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on a créé un polygone ici pour pouvoir dire de supprimer la pièce. D'accord? Donc, ça veut dire que dans notre passe, on a supprimé cet endroit parce que de toute façon, on va le finir sur une autre stratégie. Donc ça, c'est sur, je dirais, l'usinage 4 axes, vraiment assez simple. Il faut savoir aussi que on a des options qui sont le géodésique, qui sont aussi le Z constant intercalé. On en a déjà, sans doute, vous en avez sans doute déjà entendu parler, qui sont là pour couvrir finalement l'usinage des formes complexes. Je vais prendre par exemple cette pièce qui est ici. Donc là, on a vu typiquement le 4 axes de manière assez facile, mais il faut savoir que en utilisant cette stratégie qui est dédiée finalement aux surfaces complexes, on va avoir la possibilité de créer des usinages de précision sur des formes complexes en suivant la trame. Le but de suivre une trame, c'est de finalement avoir des mouvements d'outils, fluides et qui vont respecter finalement et la précision et la complexité. Donc, bien entendu, les géodésiques, ça va se passer exactement comme les autres. La sélection d'outils, la géométrie, donc on a juste à cliquer sur la surface. On peut lui demander finalement de sélectionner, d'avoir des outils de sélectionner différemment, et on va avoir la possibilité de créer, par exemple, en raccordement, en crête constante, c'est-à-dire qu'on est vraiment en contact continu avec la matière. Et bien entendu, on va pouvoir choisir aussi la cinétique de sa machine. Là encore, on va pouvoir switcher du 3 axes au 4 axes au 5 axes. Le géodésique fonctionne aussi incroyablement bien sur le 3 axes quand on a de la forme complexe à faire en 3 axes. Donc là, c'est sur le 4 axes et ici, on va regarder typiquement sur cette stratégie, on a la possibilité d'aller faire les finitions sur les zones de pièces hyper complexes. Donc là, une matrice de moule pour pouvoir finalement créer en quelques clics, là encore, des stratégies qui vont être dédiées, d'accord, pour pouvoir faire cette surface, avec la possibilité aussi donc de lui indiquer que notre type d'usinage va être en 5 axes, qu'on va favoriser la verticalité, mais on peut lui demander aussi de faire un évitement de collision automatique. Évitement de collision qui va littéralement protéger l'outil et la pièce des potentielles collisions et de créer de manière automatique une stratégie 5 axes simultanée. Comment ça fonctionne finalement? Là encore, je vais simuler rapidement. Hop. Et comme vous pouvez le voir, les mouvements sont assez fluides justement pour aller gérer tout ça. Voilà, typiquement ce que j'ai, c'est à ça que sert finalement la simulation, c'est de pouvoir avoir les différentes erreurs, les arrêts sur le brut. Je vais continuer ma stratégie et je vois typiquement que ma pièce ici, elle mériterait finalement d'être en évitement de collision automatique. Donc quand c'est comme ça, j'ai juste besoin potentiellement d'ajouter l'évitement automatique. Pour les gens qui sont plus connaissants du sujet, bien entendu, on peut créer des limitations si besoin est. Ok. Donc voilà. Et là, il va calculer finalement les différentes collisions. Hop. Pour pouvoir la surface guide. Ok, elle n'est pas valide. Donc il faut que je prenne une surface guide. Hop. Et je vais pouvoir calculer après pour pouvoir faire mes évitements de collision et avoir un dépassage automatique. Donc là, il va faire son calcul. Je vais vous parler aussi rapidement du palpage. Donc, on a bien vu que dans Fusion CAM, dans la partie FAO, vous avez et le fraisage et le tournage. Et quand vous rentrez finalement dans les options avancées de Fusion, vous allez avoir des fonctions de palpage, un peu comme on a fait ici. Donc, pour prendre l'origine de la pièce, ça c'est inclus dans Fusion de base. Donc, quand on regarde la pièce, elle est vraiment simple. On est sur une pièce, vous voyez, une platine finalement qui demande des usinages de précision. Ce qu'on a besoin de faire, c'est bien entendu la prise d'origine, mais potentiellement, quand on va dans le palpage, on a la possibilité d'avoir de l'OMV. En anglais, ça veut dire on-machine verification, ça veut dire typiquement utiliser le palpeur de la machine qui est intégré dans la machine pour pouvoir faire des contrôles sur différentes surfaces. Comment ça se passe? C'est-à-dire que finalement, on a des stratégies qui vont nous permettre, là je vais rester simple, de faire du contrôle géométrique, de contrôler des surfaces. Et quand on rentre, par exemple, je pense à reprendre des pièces
de fonderie ou juste de faire des retouches sur des moules, on a des outils qui nous permettent de faire des alignements de pièces pour pouvoir travailler dans une précision au micron, comme centième en tout cas, comme on va pouvoir avoir ce genre de contrainte dans le milieu d'usinage. Là, je vais rester simple. Donc, typiquement, ce que j'ai fait, c'est une finition vraiment rapide de mes allésages. Et ce que j'ai besoin, c'est d'automatiser le contrôle de ces allégages. Pourquoi? Parce que j'ai une grande série à faire et que je veux pouvoir intervenir sur les correcteurs de ma machine si c'est nécessaire. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand j'ouvre ma stratégie, c'est assez simple, hein. Là encore, je retrouve ma sélection d'outils, je vais avoir mes avances et je vais aller juste sélectionner les surfaces que je vais aller contrôler. OK? Et surtout, lui dire sur quel plan je veux faire mon contrôle. Là, en l'occurrence, en X ou Y. Et je vais pouvoir, bien entendu, lui donner des tolérances. Donc là, en l'occurrence, on est en position à 1 dixième et en taille à 0,5 centième. S'il y a les hauteurs, encore une fois, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on va pouvoir gérer sur nos différentes hauteurs de palpage. D'accord? Et surtout, le plus important, on va pouvoir avoir des actions. C'est-à-dire que si on est hors position, on n'est pas en taille correcte, on peut dire taille incorrecte, on fait un arrêt machine pour avoir une alerte dans l'atelier. Ou alors, plus simplement, mettre à jour l'usure de l'outil. Et pour ça, on va devoir sélectionner la stratégie qui a usiné ces pièces et lui dire, typiquement, est-ce que j'ai un seuil minimal de mise à jour? Oui, je vais lui dire, tiens, à 1 dixième, tu as un seuil minimal, etc., etc., et lui demander surtout de corriger à 100%. C'est-à-dire que sur chaque phase, il va contrôler. Alors, le but étant, là encore une fois, c'était une vue d'ensemble, hein, et le but étant de vous montrer finalement, on va pouvoir couvrir des usinages simples, relativement simples, comme on l'a vu avec le plateau précédemment, avec François. Mais du moment où on va avoir des machines avancées, je pense à des 4 axes, des machines 5 axes, et du moment où on va avoir des pièces complexes de haute précision, on va avoir finalement tous les outils nécessaires pour pouvoir obtenir en quelques instants le programme de la pièce complexe. D'accord? Je reviens finalement sur mon calcul. Donc là, typiquement, mon évitement de collision est fini. Donc, je vais finir là-dessus. Et vous allez voir, finalement, quand je vais démarrer, lui, voilà, il fait ses dépinçages pour éviter les collisions. Alors, bien entendu, c'est automatique, mais je peux affiner si nécessaire. Voilà. Alors, je vous rends la main pour conclure. Merci, Edouard. On va conclure. Merci pour cet élément-là. Hop. Petite conclusion, du coup, vous avez vu un petit peu tous ces éléments post-fusion. Il est possible de vous former sur des plateformes en ligne. On a fait des tutos d'usinage sur des pièces de vélo, justement. Donc, si vous voulez vous initier là-dessus, il est tout à fait possible de le faire. On a tout un projet sur la mobilité autour du vélo avec un module de formation fusion là-dessus. Donc, voilà, pour le premier niveau, en tout cas, vous pouvez tout à fait vous former là-dessus. Deuxième chose à avoir bien en tête, c'est que on a déjà une très grosse bibliothèque de machines référentes sur Fusion. Il est aussi possible de créer ce qu'on appelle des post-processeurs. Donc encore une fois, l'adaptation du langage machine sur Fusion pour qu'on ait un lien entre Fusion et la machine. Donc ça, il est possible de développer si votre machine n'est pas encore compatible avec Fusion. Donc surtout, ne soyez pas bloqués là-dessus, c'est tout à fait faisable. Pour conclure, 3 choses à retenir un petit peu autour de Fusion. Pensez bien que c'est utilisable. Voilà, Fusion, c'est très intéressant pour l'utilisation à toutes les étapes de la chaîne numérique, hein, de la conception à l'usinage avec les outils de vérification, de simulation. On a vraiment un passage d'un élément à l'autre qui est très facile avec les modifications qui sont faisables à tout moment. Ensuite, on a deuxième point fort, fonction intuitive et ergonomique. On met la souris sur un onglet, sur une image, on a l'explication. On comprend très vite la logique de fusion, de gauche à droite, de haut en bas. Et en fait, on avance comme ça dans l'optimisation du programme d'usinage. Et le dernier, vous avez peut-être vu ou vous allez voir quand vous allez regarder dans la bibliothèque, vous avez un petit peu vu avec Edouard, c'est qu'on a déjà énormément de machines référencées et vous avez des mises à jour qui ont lieu tous les 2 ou 3 mois pour mettre à jour les machines. Donc, dans tous les cas, ça évolue très très vite et il y a énormément de partenariats entre les industriels et Fusion 360 pour justement enregistrer les machines.
Donc, si votre machine n'y est pas encore, elle le sera bientôt. Et si jamais elle ne le sera pas tout de suite, on peut le mettre en place. Et ça, ce que vous ajoutez après est disponible pour les autres potentiellement si vous le souhaitez. Voilà, donc il y a vraiment 3 intérêts vraiment majeurs autour de Fusion 360 et de l'usinage. C'était la petite conclusion. N'oubliez Merci pas les prochaines François, en tout dates. cas. Merci effectivement. Merci. Voilà, Je complète ce que tu disais sur le e-learning parce que nous accompagnons aussi, nous pouvons vous accompagner directement sur vos sites, bien sûr, dans vos usines, au pied des machines, j'ai envie de dire, pour vous aider à faire en sorte que Fusion soit votre outil de CFAO principal. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos mails, je pense, dans les newsletters qu'on vous envoie. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les dates des live series des prochains, est-ce que tu peux revenir? ouais, Voilà, je vais remettre. merci. Donc n'oubliez pas le Skill Camp. C'est skillcamp.fr. Je vais vous envoyer le lien. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous y inscrire. C'est l'événement majeur de la rentrée sur Fusion 360. Et sur la slide d'après, puisque maintenant on va ouvrir un temps d'échange avec deux questions, avec une question de Jean-Paul qui nous dit que il n'a pas le module liaison. Donc Vitry, que ce soit dans la version standard ou dans la version Insider. Savez-vous comment corriger cela? Alors, est-ce que Edouard ou François, vous avez la réponse à cette question? Est-ce que ça vient peut-être de sa licence ou est-ce que peut-être ça demanderait à faire des recherches un peu approfondies sur le cas de Jean-Paul? Pour le coup, faudrait que je comprenne exactement parce qu'on a dans nos liaisons, on a la possibilité de faire des liaisons, je dirais, par rapport à, alors je suis en train de regarder le nom exactement, juste un instant, en français. Hop. Non. Pour répondre à Marie-Laure rapidement, est-ce que Fusion 360 peut être utilisé pour la tollerie? Tout à fait, hein, dans la partie conception. Tu verras, il y a un module tollerie. Donc, absolument. Avec des dépliés possibles, donc de travailler là-dessus. Et Jean-Paul complète en disant qu'il a la licence payante et il parle du module d'insertion des vis. D'accord. Et est-ce que ça vaut le coup que ça vaut le coup qu'on y revienne après, mais ouais, parce voilà, que c'est vrai qu'on a la liaison de la révolution. On reviendra vers toi, Jean-Paul. Ouais, pour juste bien comprendre la problématique. D'accord. Parfait. Dans ce cas-là, Jean-Paul, je t'invite à nous faire un mail à support@f3df.com et ça générera un ticket sur lequel on n'hésitera pas à faire des recherches complémentaires pour t'aider et pour te dépanner. Voilà. Pour continuer à répondre à Marie-Laure, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu surtout l'usinage, je dirais, soustractif, tournage, fraisage avec un peu de palpage, mais bien entendu, nous avons la possibilité de faire de la découpe 2D en waterjet, découpe laser, plasma aussi, bien entendu. Ça peut être le sujet d'une autre présentation d'ailleurs. Oui, c'est une très bonne idée ça. Parce que finalement, il y a aussi des options d'automatisme qu'on appelle nesting, qui vont permettre de mettre ces plats, ces tôles à plat automatiquement et surtout des imbriqués pour utiliser le mieux possible le matériel, l'espace de la tôle. Voilà, exactement. Utiliser le moins de matériaux possible. Optimiser finalement l'imbrication. Merci beaucoup. Merci à tous vous avez été très nombreux à suivre ce live. Bien sûr, nous avons enregistré cette session pour pouvoir la remettre et la rediffuser sur notre chaîne YouTube. Donc le plus vite possible pour que tout le monde puisse la retrouver. J'ai envoyé l'email en cas de questions et de panne sur Fusion à notre équipe support. On n'hésitera pas à les traiter et revenir vers vous. En tout cas, un grand merci à tous. Merci Edouard pour ta participation, c'est assez exceptionnel. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Merci à François aussi, qui a fait un gros travail de préparation pour ce live. Et je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de... Oui, Edouard, je t'écoute. J'ai vu une petite question venant de Monsieur Guéry, les avantages de Fusion par rapport à Space Claim. Je pense que ça vaudrait le coup de prendre rendez-vous ensemble pour qu'on puisse vraiment voir un peu, voilà, ce que vous attendez de Space Claim, etc. C'est des produits qui sont comparables, mais justement à voir exactement ce que vous attendez par là.
Impeccable. Je viens de lui envoyer un mail pour qu'il puisse reprendre rendez-vous. Donc, il n'hésite pas. Et c'est une très, très bonne question, effectivement. D'autres demandent le replay. Bien sûr, ça sera disponible. J'ai eu une autre demande aussi qui me demandait d'une personne qui me demandait d'avoir le pédalier, le pédalier en téléchargement. Si c'était le plateau, pardon, en téléchargement. Si c'était possible, François, de mettre ça à dispo. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, nous solliciter. Avec la vidéo, je pense qu'on peut pouvoir mettre un lien. Eh ben, on le mettra en sous-titre, effectivement, dans la vidéo avec un petit lien de téléchargement. Ok. En tout cas, merci. Il est midi pile. Bravo pour cette synchronisation parfaite. Je vous félicite et je vous souhaite à tous et à toutes bon appétit. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au Salut. revoir.